Estelle Caillot, bonjour. Merci d'être venue de Cholet à Angers pour faire cette interview. Donc c'est la preuve que vous êtes une femme motivée et que votre témoignage va être précieux pour toutes celles qui vont nous écouter. Donc alors, présentez votre société, expliquez-nous comment vous en êtes venu à diriger une entreprise dans un secteur technique puisque vous fabriquez des vis. Hein. Oui, tout à fait. Donc Trex, c'est une entreprise donc, dans le secteur de la métallurgie, plus particulièrement dans la mécanique. Donc nous fabriquons de la visserie standard en frappe à froid et de la visserie spéciale en décolletage, donc deux métiers. Et Trex est leader donc, dans son domaine d'activité qui est la vis sans tête à Sipancreux. Donc vous êtes tout à fait sur un marché de niche. Donc, et alors, c'est une entreprise dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Donc comment, avant d'être dirigeante de cette entreprise comme vous l'êtes aujourd'hui, comment les choses se sont passées? Alors c'est souvent une suite d'opportunités. Comme vous savez, la vie c'est une suite d'opportunités. Après on les saisit ou on les saisit pas. Quand je suis rentrée chez Trex effectivement en 91, c'était pour occuper un poste de responsable administratif. Et bon, il faut préciser un petit peu la particularité de Trex. Trex est une société qui a été créée en 1962, qui va avoir 50 ans donc en 2012. Le fondateur de cette entreprise est décédé brutalement, malheureusement, et sa femme a dû donc a souhaité vendre l'entreprise. Donc elle avait trouvé un groupe anglais à l'époque pour acheter cette entreprise. Et lorsque les salariés qui avaient appris leur métier chez Trex et qui voyaient que l'entreprise risquait de disparaître, ont souhaité faire aussi une proposition de rachat. Et donc c'est ce qu'on appelle un RES en termes techniques. Donc, rachat de l'entreprise par les salariés. Voilà. Alors vous n'avez pas été tout de suite dirigeante, il y a un autre cadre qui a pris la direction, qui lui-même est parti à la retraite. Et là, donc, vous vous êtes dit, et si j'y allais, comment vous êtes décidé alors? Effectivement, une fois de plus, l'entreprise risquait de disparaître. Là, cette fois-ci, c'était pas en Angleterre, mais en Italie. Et donc, avec l'ensemble des salariés, on a décidé de racheter, donc, les actions donc, du dirigeant qui détenait 30%, la minorité de blocage, de racheter ces actions et de racheter aussi toutes les actions qui étaient parties à l'extérieur entre-temps et qui risquaient de faire effectivement un actionnariat très dilué et qui risque d'être un problème à terme. Donc, on a racheté toutes ces actions-là et on est reparti. Donc, et c'est à ce moment-là que j'ai pris la direction de l'entreprise. Donc on était en 2000. Voilà. Et puis un beau jour, vous avez dit, tant qu'à faire, je reprends tout. Avec votre mari, finalement, vous vous êtes décidé à racheter toutes les actions et donc vous êtes aujourd'hui majoritaire dans l'entreprise. Oui, aujourd'hui l'entreprise appartient effectivement à 50% à mon mari, à 50% à moi-même. Les salariés souhaitant vendre au fur et à mesure de leur départ en retraite. On a fait une seule opération en 2005 pour concrétiser l'opération globalement une seule fois. Et donc effectivement, depuis 2005, l'entreprise est redevenue une entreprise personnelle. Voilà. Alors, donc, comment, puisque au départ, vous étiez plutôt dans la partie administrative, donc, comment avez-vous fait justement pour acquérir la technicité, puisque il faut vous occuper aussi des relations avec vos clients, donc vous êtes finalement technico-commerciale en même temps que dirigeante de l'entreprise. Donc, comment avez-vous justement acquis ces compétences? Vous avez appris sur le tas? Vous avez fait des formations? Non, alors bon, de formation initiale, effectivement, j'avais donc toute la partie gestion qui était donc le métier que j'avais appris. Le commercial, je pense avoir des dispositions, donc c'est venu assez facilement. J'ai eu une entreprise en plus avant d'arriver chez Trex, j'avais eu une entreprise commerciale, donc le commerce, ça m'était pas inconnu. La partie technique, par contre, surtout dans le domaine de la mécanique, j'avais jamais rêvé que j'allais diriger une entreprise dans ce secteur-là, et c'est pas forcément un secteur qui m'attirait énormément en tant que femme. Et du coup, effectivement, j'ai dû apprendre la technique. Alors, est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, vous avez une stratégie différente? Parce que vous avez, après avoir repris la totalité du
du capital de l'entreprise, vous avez pris des décisions stratégiques quand même assez risquées en un sens, puisque vous avez inversé la donne, à savoir que vous aviez avant 80% de vos clients qui étaient des distributeurs et 20% de clients directs, et puis vous avez décidé de faire l'inverse, qui a peut-être assuré la pérennité de l'entreprise. Est-ce que vous avez une vision différente de votre prédécesseur? Comment ça s'est fait, ça? Ouais. En fait, la surprise a été au moment de la reprise de la direction. On en a toujours des surprises. Bon. On a toujours quelques mauvaises surprises, et là c'était vraiment deux particulièrement qui étaient vraiment des mauvaises surprises. C'est d'une part la mise en conformité des machines, qui était un domaine qui était censé avoir été terminé en 2000 et qui là, je découvrais qu'il fallait le faire, quoi. Hein, et la deuxième chose, c'est que j'ai découvert effectivement tout l'aspect commercial de cette entreprise, où nos clients commençaient à disparaître les uns après les autres parce que c'était la globalisation des marchés et que c'était devenu la tendance d'aller chercher les vis en Asie plutôt que de s'approvisionner en Europe. Donc ça changeait un petit peu, effectivement, ça nécessitait vraiment de prendre des décisions très rapides et de changements stratégiques importants. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé, non pas que la décision était dur à prendre, mais c'est de toute façon il fallait le faire, il n'y avait pas le choix, et ce choix-là s'imposait, il n'y en avait pas 50. Donc en fait on a choisi à l'époque, j'ai pris la décision à l'époque de changer cette stratégie, d'aller chercher des utilisateurs, donc 80% d'utilisateurs aujourd'hui, 10 ans après, on peut dire qu'on a inversé complètement la tendance. Et ce qui vous permet, entre autres, de supporter peut-être mieux que d'autres la crise, puisque justement, vous n'êtes pas monosecteur, et que le fait qu'il y ait des secteurs d'activité différents, la crise ne se fait pas au même moment. Donc, ça, quelque part, ça vous permet d'ajuster et de tenir le choc, et de ne pas avoir eu trop à licencier, puisque bon, cette crise, on espère qu'elle va se terminer, mais c'est une réalité quand même. On a passé la crise en restant tout le temps bénéficiaire. Même si on a subi des baisses d'activité, hein, puisque tous nos clients indirectement ont subi ces baisses-là, forcément qu'elles se sont répercutées chez nous, mais avec un avantage peut-être par rapport à d'autres, c'est qu'on était effectivement multisecteur, et étant donné le décalage qu'il y a eu entre le début et la fin de la crise des différents secteurs, ça a permis de ne pas subir vraiment un arrêt total de nos productions. Alors quand on reprend une entreprise, parce que reprise d'une entreprise par les salariés, donc quelque part on gère un peu l'entreprise en commun, tout le monde a son mot à dire, et puis un beau jour vous reprenez la majorité du capital, donc vous passez de collègue à patron. Comment ça se passe? En plus vous deviez avoir majoritairement des salariés hommes, donc ça a été dur? Vous en êtes sortie apparemment. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là, vivante? Ce que je peux constater simplement, c'est que c'est beaucoup plus facile de diriger quand on dirige seul que de diriger à 50. Oui, ça je veux bien le croire. Parce que forcément qu'à 50, on a, dans le cadre d'un RES, vous avez quand même l'obligation d'expliquer toutes vos décisions et de plus ou moins faire adhérer tout le monde à vos prises de décision. Quand vous décidez seul, ça va généralement beaucoup plus vite. Voilà, donc ce qui n'empêche pas d'expliquer, de faire adhérer également, mais bon, voilà. Donc bien sûr qu'il faut toujours essayer de faire adhérer ses salariés, mais bon, il n'y a pas de blocage, donc on va plus vite. Dites-moi, il ne devait pas avoir beaucoup de femmes dans ces métiers-là, donc... Alors on était une ou deux à l'administratif, mais c'est vrai qu'effectivement en production nous n'avions que du personnel masculin. Et donc ça change ça ou... Eh oui, on évolue. On évolue. Aujourd'hui, on a une femme dans nos ateliers. Alors, c'est bien peu, vous me direz. Mais c'est un début, c'est la preuve que voilà. La porte est ouverte maintenant. Il suffit de... L'expérience, en tout cas, est intéressante. En fait, ça s'est fait vraiment par hasard. C'est qu'au moment où on a souhaité recruter,
on s'était engagé à prendre des gens qui avaient comme on ne trouvait pas de gens formés à nos métiers. Vous avez des problèmes de recrutement. Beaucoup de problèmes de recrutement parce qu'aujourd'hui les écoles qui forment à nos métiers, pour la plupart des écoles, sont en train de fermer par manque de candidats. Donc du coup, effectivement, on a beaucoup de mal à recruter. Donc en 2008, où c'était une belle époque, on avait donc des recrutements à faire et on avait beaucoup de mal à recruter. Donc on a recruté en cherchant des aptitudes de gens qui auraient pu correspondre et qu'on aurait pu former, qui avaient du mal à trouver dans leur métier de voilà. Puis on a travaillé plutôt sur les aptitudes que sur un diplôme ou une formation. Tout à fait. Nous, on s'engageait à les former parce que bon, c'est vrai que pour former à nos métiers, ce sont que des techniciens que nous avons et pour apprendre la technique dans le métier, il faut pratiquement 2 ans. Cette femme s'est révélée être un beau dans les 2 meilleurs candidats, donc avec l'obligation de tenir nos engagements qui avaient été effectivement d'embaucher les deux premiers qui arrivaient au test. Donc du coup, on s'est retrouvé avec l'embauche de cette femme. Et c'est plutôt une bonne surprise. Oui, avec l'obligation de faire des vestiaires qu'on n'avait pas pour une femme. Il y a des choses très compliquées qui mais bon, tout ça c'est fait. On a été subventionnés. Voilà. On a adapté nos horaires et du coup, c'est très très concluant quoi. Bon, voilà, on fait un appel aux candidates là, donc qui veulent bien venir chez nous. Donc Madame recrute, donc n'hésitez pas à aller frapper à la porte. Voilà, c'est bien d'en parler parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que les femmes n'aillent pas vers certains métiers sur lesquels elles se révèlent aussi compétentes. Et je crois que même l'équipe apprécie d'avoir une femme maintenant. Ça a apporté une mixité donc forcément qui est intéressante. Les hommes se sont précipités pour former cette femme-là. Peut-être ils portaient plus d'attention à elle, donc ils se sont, à un moment donné, j'ai même dû mettre un petit peu le haut-là en disant laissez-la travailler aussi un peu toute seule, parce qu'ils avaient tendance à tous vouloir la former, alors que bon, en général, c'est pas des choses qu'ils apprécient forcément de faire. Mais là, ils étaient très volontaires pour la former et c'est vrai que ça a mis une autre ambiance dans l'atelier et ça a vraiment été positif. En plus, ils lui ont réservé les machines de toutes petites pièces qui sont très délicates à faire et qui sont un peu parfois difficiles pour un homme qui a peut-être un peu moins de minutie. Donc, tout le monde a trouvé son compte, a priori. Alors, quelle est votre plus grande fierté par rapport à cette entreprise ? Pour parler de fierté, je pense que c'est d'avoir essayé de contribuer à ma manière à pérenniser cette entreprise qui avait déjà été pérennisée une première fois par ses salariés. Et je suis contente de pouvoir poursuivre aussi, d'avoir pu poursuivre avec eux cette pérennisation, parce que pour beaucoup d'entre eux, ils avaient appris le métier dans cette entreprise et pour beaucoup, ils ont fait toute leur carrière chez nous et ils auraient peut-être eu du mal à trouver une autre entreprise pour travailler sur les mêmes machines, puisqu'on a une particularité de travailler sur des machines qui sont des machines américaines et qui sont les seules, c'est le seul parc machine peut-être en France. Il y a un grand parc machine identique aux États-Unis, mais on est les seuls à travailler en France avec ce type de machine. Alors, vous qui avez fait un peu tous les parcours, hein, donc par rapport à votre expérience personnelle, qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, faire progresser la création ou la reprise d'entreprises par les femmes, justement, ce que vous avez fait vous, d'autres pourraient le faire, donc qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses ? Qu'est-ce qui vous aurait peut-être, vous, plus particulièrement aidé ? Parce que là, vous avez eu la chance d'avoir un conjoint qui vous soutienne, mais qu'est-ce qui peut, à votre avis, faire progresser ? Je pense, il faut se réjouir aujourd'hui qu'il y en ait de plus en plus, même si elles sont évidemment trop peu encore dans le milieu économique. Je pense que la principale réticence qu'elles ont, c'est souvent par rapport à leur vie familiale. Donc en fait, beaucoup de femmes pensent que si elles s'engagent dans une vie professionnelle, qui prend beaucoup de temps évidemment, elles vont pour autant rater leur vie familiale. Je pense qu'il faut qu'elles s'enlèvent ce préjugé parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on peut tout à la fait réussir. Oui, mais qui est quand même bien ancré dans les mentalités, hein, parce que... quelque part, la société sait vous culpabiliser d'une manière ou une autre si vous n'allaitez pas, si vous ne faites pas vous-même la soupe et que vous prenez des petits pots. Et c'est encore
me demande si c'est pas encore pire qu'il y a 20 ans. Donc, ce que vous dites, c'est que ça n'a jamais été un problème puisque vous avez toujours... Oui, je pense qu'il faut laisser le temps au temps d'évoluer. Quand on voit l'image que nous, on a de nos propres parents, où la femme était au foyer, l'homme travaillait, je pense que déjà, nos enfants n'ont plus cette image-là, puisqu'ils ont vu leurs parents, aussi bien mon mari que moi, travailler. Et je pense que petit à petit, les choses se font. On voit également aujourd'hui des femmes occupées des métiers masculins. On n'aurait pas vu, il y a quelques années, une femme conduire un car, par exemple, ni faire de la peinture. Aujourd'hui, c'est l'image que vont avoir nos enfants, donc je pense qu'avec le temps tout ça, ça va s'améliorer, s'estomper, et ça va certainement inciter plus les femmes à y aller. Bon, on ne peut que l'espérer. J'espère en tout cas. Et alors justement, à celles qui veulent y aller, quel conseil vous donneriez? Alors c'est toujours difficile évidemment de donner des conseils. Si, mais bon, c'est le conseil pratique par rapport à ce que vous avez pu, justement, qu'elles profitent de votre expérience, parce que c'est ça qui est riche. Hein. Donc justement, qu'est-ce qui peut les aider dans leur démarche? Il faut oser y aller parce que la femme n'a pas de handicap proprement dit à être entrepreneur. Elle a des compétences différentes bien sûr des hommes, mais beaucoup de différences complémentaires souvent, et beaucoup de différences qui vont bien avec le monde de l'entreprise. On sait anticiper, organiser, on est généralement assez rigoureuse. Beaucoup de ces qualités qui font que les femmes peuvent épouser ces métiers-là. Je crois qu'aujourd'hui, c'est uniquement dans les mentalités. Il n'y a pas de métier, que ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur. Il n'y a aucun métier réservé aux hommes. Il faut que les femmes osent y aller. Alors après, les conseils qu'on peut donner, c'est les mêmes que pour un homme, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est mieux de ne pas tout prévoir, parce que souvent quand on prévoit trop, après on n'y va plus. Il y a toujours une part... Il faut prévoir suffisamment. Il ne faut pas être inconscient, bien sûr. Trop, il faut prendre des risques, mais les mesurer. Voilà. Tout est question d'équilibre. Hein. Voilà, tout à fait. Mais bon, il ne faut pas tout prévoir non plus, parce que sinon, on n'irait peut-être pas. Mais ceci dit, j'encourage énormément les femmes à y aller, parce que c'est qu'une question, il faut qu'elles osent y aller. Si elles ont un vrai projet, auquel elles croient, et qu'elles n'ont pas peur, qu'elles en ont envie, parce qu'on ne peut pas décréter l'envie, si elles n'ont pas envie, elles n'ont pas envie. Quoi. Je veux dire, c'est comme la parité, on ne va pas vouloir faire à tout prix une parité, il faut avoir avant tout l'envie d'y aller. Mais à partir du moment où elles ont un vrai projet, qu'elles ont envie d'y consacrer du temps, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a du temps à y passer. C'est tout à fait conciliable avec une vie de famille, parce que moi je connais beaucoup de chefs d'entreprise femmes qui ont une vie de famille à côté. Nos enfants n'ont pas besoin de nous non plus tout le temps à la maison. Je veux dire, ils ont aussi leur vie à l'école, avec leurs amis, ils ont des loisirs, donc ils sont à la maison comme vous, le soir. Et en fait, si vous avez un peu de qualité, un peu d'écoute et que vous vous intéressez un peu à ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément besoin de vous toute la journée. Et ils acquièrent aussi une autonomie, plein d'autres qualités aussi qui sont intéressantes. Donc moi, je sais que mes filles m'ont jamais reproché et n'ont pas de souvenirs désagréables par rapport à ça, et je pense que c'est tout à fait jouable. Alors mesdames, écoutez bien ce qu'on vous dit, donc, et puis ne vous laissez pas culpabiliser, et faites comme Christelle, donc allez-y, réalisez vos envies, réussissez vos entreprises. Merci Christelle pour son témoignage, et puis bonne continuation. Merci à vous.